Le moteur de mon camion rouillé, vieux de 10 ans, a émis une toux violente et saccadée avant de finalement s'éteindre, dans la longue allée de gravier sinueuse, du vaste domaine de mon frère. Je n'avais pas été invité ici ce soir, j'avais été convoqué. Il m'avait convoqué, comme on appelle un plombier pour réparer une fuite, s'attendant à ce que je nettoie le désastre de 5 millions de dollars que mon génial frère, Garrick, venait de créer. Je suis resté assis derrière le volant fissuré, le vent glacial hurlant contre la vitre, repassant les mots exacts que mon père venait de m'envoyer par SMS. Tu n'es que la terre sous les fondations. Et Vendée, ton rôle est d'être piétiné pour que le pilier puisse tenir droit. La pure cruauté, sans phare, de sa demande était à couper le souffle. Ma propre famille voulait que je cède ma seule maison, toute ma vie, juste pour sauver son ego fragile. Mais ils n'avaient aucune idée de qui était réellement assis dans cette allée glaciale. Comment en étions-nous arrivés à ce point de rupture toxique? Et qu'allais-je faire ensuite? Le froid mordant s'infiltrait, glaçant ma peau, à travers la toile effilochée de ma veste de travail délavée. Mais ce n'était rien comparé à la glace suffocante qui m'attendait à l'intérieur de cette immense maison. J'ai levé les yeux vers l'imposante façade en pierre. Les fenêtres surdimensionnées, luisantes, diffusaient une lumière ambrée, chaude et coûteuse, elle se répandait sur les pelouses parfaitement entretenues. Je suis sorti sur le gravier impeccable et parfaitement ratissé. La boue de mes lourdes bottes à embout d'acier laissait des traces sombres et laides sur la perfection de leur allée. Je n'ai pas pris la peine d'essayer de l'enlever. J'ai gravi les larges marches d'entrée en marbre et j'ai poussé la lourde porte en chêne sculptée sur mesure, sans frapper. Une vague écrasante m'a instantanément submergé, un mélange de chauffage central forcé, de bougies à la vanille coûteuse et d'une arrogance pure et non filtrée. Avant même que je ne puisse retirer ma veste usée, une voix, aiguë et dégoulinante de condescendance agressive, a tranché l'élégance tranquille du foyer. Eh bien, regardez ce que le chat a traîné du caniveau. J'ai tourné la tête lentement. C'était Isolde, la femme de mon frère. Elle se tenait près de l'entrée arquée du salon formel, se pinçant littéralement le nez. Son visage se tordait en un masque exagéré de profond dégoût. Tu sens les gaz d'échappement diesel, le carton mouillé et le désespoir bon marché, et Vendée, ricanatait-elle, agitant sa main manucurée devant son visage comme si ma seule présence l'étouffait. N'aurais-tu pas pu prendre la peine de trouver une douche avant d'entrer dans une maison civilisée? Tu traînes de la saleté d'entrepôt partout. Tu ruines les tapis importés. Je l'ai ignoré. J'étais si habitué à être le punching ball invisible, le raté désigné de la famille, qu'il gardait juste pour se sentir infiniment supérieur, que ces mots glissaient sur mon armure. Je suis passé devant elle, gardant mon expression entièrement vide, jouant à la perfection le rôle de l'ouvrier démoralisé, le rôle qu'ils avaient tous désespérément besoin que je sois. Je suis entré dans le salon principal. C'était un spectacle nauséabond de richesse excessive et d'escalade sociale désespérée, des plafonds voûtés, des pièces d'art modernes ridicules, qui ressemblaient à des éclaboussures de peinture et une immense cheminée en pierre, du sol au plafond. Mon père, Balthazar, était assis dans son fauteuil en cuir sur mesure, ressemblant à un juge présidant un tribunal. Ma mère, Deline, se tenait directement derrière lui, posant ses mains sur ses épaules en signe d'autorité unifiée. Affalé sur le coûteux canapé de velours, ressemblant à un roi paresseux et repu tenant audience, se trouvait mon frère aîné, Garrick, l'enfant prodige, le soi-disant génie et fondateur d'une société immobilière commerciale. Au moment exact où je suis entré, Garrick a attrapé la télécommande et a mis en sourdine l'immense écran de télévision. Le silence dans la pièce devint instantanément lourd, toxique. « Assieds-toi, et Vendée », commanda mon père. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a juste pointé un doigt raide et autoritaire vers une petite chaise en bois, dure et impitoyable, placée dans le coin éloigné de la pièce, loin des canapés moelleux et de la chaleur du feu. Je me suis dirigé vers elle et je me suis assis, posant mes mains rugueuses et calleuses sur mes genoux, vêtus d'un jean délavé. Je les ai regardés, la meute entière me fixait, leurs yeux brillants d'un mélange de pitié et d'intention prédatrice. Votre frère traverse un petit problème temporaire de trésorerie avec sa société, commença ma mère, Deline, ses yeux se plissant en fente de jugement vicieuse. Le marché commercial est en mutation et il a besoin de restructurer des capitaux pour maintenir ses projets à flot. La famille doit intervenir et faire un sacrifice pour que son héritage reste intact. Garrick s'est enfin redressé, ajustant paresseusement les coûteuses boutonnières en argent de sa chemise de soie sur mesure. Il me regarda avec un sourire narquois, si profondément arrogant,
que j'ai eu envie de traverser la table et de lui casser les dents. Ce n'est qu'un accroc de liquidité, dit-il, agitant la main d'un geste dédaigneux. J'ai besoin d'un nom vierge, sans aucun lien corporatif, pour servir de garant principal d'un prêt relais. Mon crédit personnel est temporairement immobilisé en ce moment. Tu n'as pas d'actifs, et vendez, ce qui signifie que tu es une page blanche. Tu vas signer quelques papiers pour moi ce soir. Balthazar fouilla dans la poche de sa veste sur mesure, en sortit une épaisse pile de documents légaux et les claqua lourdement sur la table basse en verre. Il les poussa sur la surface lisse vers moi. Signe la ligne du garant, et vendez. Tu vas contracter un prêt personnel garanti par cette misérable petite cabane où tu vis, dans l'Est, et tu vas mettre ton nom sur ce billet de dette commerciale de 5 millions de dollars. J'ai baissé les yeux sur la première page. Les chiffres noirs en gras, imprimés en bas de la page, semblaient me brûler les rétines. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je suis resté figé sur la chaise en bois dur, mes yeux fixés sur l'encre noire éclatante. Je ne regardais pas une demande anodine de quelques milliers pour couvrir un mauvais mois, je regardais une condamnation à mort financière. Allais-je vraiment céder toute ma vie pour une famille qui me méprisait? Mon esprit m'arracha violemment à ce salon suffocant et me traîna en arrière dans le temps. Je me suis soudain retrouvé debout dans les couloirs poussiéreux et sombres de ce que j'appelais mon musée personnel de la douleur. Les artefacts de leur trahison à vie étaient parfaitement conservés dans ma mémoire, attendant de me rappeler exactement qui étaient vraiment ces gens. La première exposition dans mon esprit était toujours la plus lumineuse, la plus agonisante. J'avais 19 ans. J'avais occupé 3 emplois éreintants et exténuants pendant toute ma scolarité au lycée. Je transportais du bois lourd dans une quincaillerie locale. Je récurais des sols de cuisines industrielles jusqu'à ce que mes articulations saignent sans poule. Et je poussais des chariots d'épicerie sous la pluie glaciale jusqu'à minuit. J'ai économisé chaque sou, mangeant des nouilles instantanées et portant des chaussures avec de vrais trous dans les semelles. Tout cela pour bâtir un modeste fonds d'études pour l'université d'État afin de pouvoir enfin échapper à cette maison toxique et me construire une vie à moi. Je me souvenais de l'odeur exacte de la succursale bancaire locale la veille du début du semestre d'automne. Je me souvenais de la climatisation froide, du son de la caissière tapant sur son clavier mécanique. Et je me souvenais du moment exact et dévastateur où tout mon monde s'est effondré. Je suis désolé, et vendez, avait dit la caissière, sa voix teintée d'une pitié authentique et inconfortable. Votre solde de compte est à 0. Votre père, en tant que co-titulaire du compte jeunesse, est venu retirer la totalité de la somme hier après-midi. J'avais couru jusqu'à la maison, ma poitrine haletante, la panique me voilant la vue. Quand j'ai ouvert la porte d'un coup de pied et confronté Balthazar dans son bureau privé, il n'a même pas levé les yeux de son journal du matin. Garrick s'est saoulé et a percuté une devanture de magasin avec sa nouvelle voiture de sport, avait-il dit nonchalamment, tournant une page et buvant une gorgée de son café noir. Il avait besoin d'argent pour payer les dommages matériels discrètement, de sa poche, afin de ne pas avoir de casier judiciaire et de ruiner sa réputation. Son avenir est important. Et vendez, Garrick va devenir PDG. Toi, tu vas juste à une université d'État médiocre. Tu peux simplement travailler sur les quais de chargement quelques années de plus et réessayer plus tard. Il avait volé tout mon avenir, littéralement mon sang et ma sueur, pour protéger un conducteur ivre des conséquences de ses propres actes. Le musée dans mon esprit passait à la prochaine exposition douloureuse. J'avais 24 ans. J'avais passé 3 années angoissantes à bâtir une petite start-up innovante de recyclage industriel. J'avais versé mon âme, mon temps sévèrement limité et ma santé dans un garage exigu, non chauffé et loué, construisant les machines à la main. Puis, un énorme incendie électrique, déclenché par un réseau urbain défectueux, a anéanti tout mon inventaire en une seule nuit. J'étais dévasté, brisé, réduit à néant. Je suis allé voir ma mère, Deline, avalant chaque once de ma fierté, et j'ai supplié un petit prêt. J'avais juste besoin de 5 000 $ pour remplacer le générateur principal afin de ne pas perdre mes 2 seuls contrats clients et de faire face à une ruine totale. Elle a regardé mes mains sales, rit d'un rire froid, aigu et moqueur, et m'a dit que je ne faisais que jouer à l'entreprise. Elle m'a dit à haute voix que je devais accepter mes limites génétiques et trouver un vrai travail de cariste pour un salaire minimum. Pourtant, le lendemain matin, je l'ai vu joyeusement rédiger un chèque de 25 000 $ pour payer à Isolde et Garrick des vacances de luxe d'1 mois en Europe, parce qu'ils se sentaient un peu stressés par la planification de leur mariage. Je suis resté dans les cendres de mes rêves pendant qu'ils buvaient du champagne coûteux sur une plage de sable blanc,
utilisant l'argent exact qui aurait pu me sauver la vie. Les souvenirs se sont dissous, me ramenant violemment à la réalité présente du salon. L'odeur lourde des bougies à la vanille remplit à nouveau mon nez. J'ai levé les yeux du document, mes yeux passant du papier à mon père, puis à ma mère, et se fixant enfin sur le visage suffisant, imperturbable et intensément frappable de Garrick. Je les avais laissés me marcher dessus toute ma vie, essayant constamment de gagner une seule goutte d'affection d'une famille dont le cœur était fait de glace solide. Mais en regardant la dette de 5 millions de dollars qu'il voulait enchaîner à ma cheville, quelque chose en moi a finalement cédé. Allais-je continuer à être la terre des fondations? Ou allais-je enfin briser le pilier? 5 millions de dollars, murmurai-je, les mots ayant le goût de cendres amères dans ma bouche. Garrick leva les yeux au ciel, clairement agacé par mon hésitation et mon ton dramatique. C'est un pré-relais standard, et Vendée. Le chiffre semble grand et effrayant pour un paysan comme toi, mais dans l'immobilier commercial, ce n'est rien. Tu n'as qu'à signer sur la ligne pointillée. Tu cèdes l'acte de propriété de ta maison comme garantie initiale et ma société remboursera la dette en quelques mois. Tu ne t'en rendras même pas compte. Tu veux que je contracte une dette commerciale de 5 millions de dollars à intérêt élevé, en mon nom personnel, dis-je, ma voix montant d'une fraction à peine, un ton très dangereux s'y glissant. Tu veux que je vende la seule maison que je possède, la petite maison que j'ai achetée avec mon propre sang et ma sueur? Pour servir de bouclier humain à ta société en faillite. Isolde leva enfin les yeux de l'écran lumineux de son téléphone, me regardant avec un pur venin. Arrête d'être si dramatique, et Vendée. Mon Dieu, tu joues toujours la victime. Garrick apporte le statut social à toute cette famille. Toi, tu n'apportes rien. Le moins que tu puisses faire est de signer ton nom sans valeur. Ce n'est pas comme si ton score de crédit importait de toute façon. Qu'est-ce que tu vas acheter? Un camion d'occasion légèrement plus récent? J'ai senti la rage en moi passer d'un feu ardent à quelque chose de complètement différent. Quelque chose de terrifiant de froid, de chirurgical et de calculé. J'ai lentement repoussé l'épaisse pile de papier sur la table en verre. Non. Ce seul mot resta en suspens dans l'air, vibrant d'une énergie électrique lourde et dangereuse. Non, je n'avais jamais prononcé ce mot devant eux auparavant. Pas quand ils avaient volé mon fonds d'études. Pas quand ils avaient moqué ma start-up ruinée. Mais ce soir, la ligne était tracée dans un béton épais et inflexible. Balthazar se pencha en avant dans son fauteuil en cuir, son visage virant rapidement à une vilaine et dangereuse nuance de violet marbré. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» J'ai dit « Non », répétai-je, ma voix incroyablement ferme, mes yeux fixés sur les siens. Je ne signerai pas mon nom pour 5 millions de dollars de votre dette. Je ne vendrai pas ma maison. Je ne serai pas votre bouclier humain, pour que vous puissiez continuer à faire semblant. Garrick éclata d'un rire fort et moqueur, rejetant sa tête en arrière contre le canapé de velours. Oh, c'est savoureux. Le rat d'entrepôt essaie de se trouver une colonne vertébrale. Écoute-moi très attentivement, espèce de pitoyable raté. Je suis un PDG. J'emploie des gens. Si ma société coule, c'est une catastrophe économique régionale. Toi, tu n'es qu'un larbin. Tu transportes des cartons. Si tu fais faillite, personne ne s'en soucie. Tu déposes juste les papiers, ruines ton crédit insignifiant pendant 7 ans et continues à manger tes nouilles bon marché. Tu dois ta vie à cette famille. Tu me dois. Je me suis levé lentement de la chaise en bois. J'étais plus grand que Garrick, plus large d'épaule à cause des années de travail manuel brutal. Il arrêta de rire instantanément, se rétractant instinctivement dans les coussins moelleux alors que mon ombre lourde tombait sur lui. Je ne te dois rien, dis-je, ma voix dangereusement basse, coupant à travers la pièce comme une lame dentelée. Tu as coulé ta société parce que tu es un fraudeur arrogant et incompétent, qui passe plus de temps à acheter des costumes sur mesure qu'à regarder des tableaux financiers. Règle tes propres problèmes. Deline s'interposa devant moi, son visage tordu par une haine pure et venimeuse. Elle pointa un doigt tremblant et manucuré sur ma poitrine. Si tu passes cette porte, et Vendée, tu es mort pour nous. J'appellerai personnellement chaque employeur de cette ville et je leur dirai que tu es un voleur. Je m'assurerai que tu seras viré de n'importe quel entrepôt misérable où tu travailles. Nous te ruinerons financièrement et je déposerai une plainte civile contre toi pour abus envers personnes âgées. Balthazar cracha, ses yeux fous de désespoir. Je dirai à un juge que tu causes intentionnellement une détresse émotionnelle grave à tes parents âgés et que tu tentes de les extorquer.
Nous avons l'argent pour t'enfermer dans les tribunaux jusqu'à ce que tu meures de faim dans les rues glaciales. Signe le papier, espèce de bon à rien. Ils étaient des rats sauvages et acculés, prêts à dévorer leur propre chair et leur propre sang pour sauver leur enfant prodige. La pure malice a coupé le souffle, de leurs menaces n'a pas brisé mon esprit, elle m'a libéré. Le dernier fil effiloché de l'obligation familiale se rompit net en deux dans mon cœur. J'ai regardé Balthazar, puis Deline, observant leurs expressions haineuses une dernière fois. Faites de votre mieux, murmurai-je, car je vous promets que ce ne sera pas suffisant. J'ai tourné le dos et suis sorti du salon, ignorant les cris, les malédictions vicieuses et le bruit violent et soudain de Balthazar lançant un lourd verre en cristal contre le mur derrière moi. Il se brisa en 100 morceaux dentelés. Une métaphore parfaite et magnifique de ce qui restait de cette famille. J'ai poussé la lourde porte en chêne et suis ressorti dans la nuit glaciale. L'air était vif et mordant, mais cela ressemblait à respirer de l'oxygène pur après avoir été piégé dans une chambre à gaz toxique pendant 3 décennies. Je suis monté dans mon camion délabré, j'ai claqué la porte rouillée et j'ai saisi le volant glacé. Mes mains tremblaient, non pas de peur, ni de tristesse, mais d'une immense et incontrôlable poussée d'adrénaline. Il voulait une guerre. Il voulait me ruiner pour une dette. À ce moment précis, le téléphone secondaire posé dans mon porte-gobelet vibra violemment. Je l'ai décroché et j'ai tapoté l'écran. C'était un message hautement prioritaire de Rowana. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel. Le jeu venait de changer pour toujours, mais à quel point mon prochain coup allait-il être brutal? J'ai appuyé sur le bouton d'appel. La ligne sécurisée se connecta instantanément. Bonsoir, monsieur, la voix nette et strictement professionnelle de Rowana remplit la froide cabine du camion. Je m'excuse pour l'heure tardive, mais nous venons de finaliser l'énorme portefeuille d'acquisition pour Apex Capital. Nous avons racheté avec succès la dette commerciale en difficulté auprès de 3 banques régionales. J'ai regardé par le pare-brise les fenêtres lumineuses du manoir de mes parents, observant les silhouettes s'agiter frénétiquement à l'intérieur. Avons-nous acquis les lots immobiliers commerciaux? Oui, monsieur. Tous, y compris un billet très toxique et gravement en défaut, appartenant à une entreprise locale. Rowana fit une pause. Le tapotement rapide de son clavier mécanique résonnait doucement sur la ligne. La firme est enregistrée au nom d'un certain monsieur Garrick. La dette principale est de 5 millions de dollars, plus des pénalités de retard brut. Ils sont en défaut massif et irrécupérable. Un sourire lent, sombre et terrifiant se répandit sur mon visage dans l'ombre de la cabine du camion. Le genre de sourire qu'un prédateur suprême arbore juste avant que ses mâchoires ne se referment sur la gorge de sa proie. Il voulait que je signe un bout de papier pour les sauver d'une entité corporative sans visage et impitoyable. Il voulait que je saigne pour le monstre qui les chassait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait absolument pas comprendre dans leurs rêves les plus fous, c'était que j'étais le monstre. Verrouillez la dette, Rowana, dis-je doucement, tournant la clé et démarrant le moteur du camion qui crépitait. Ne leur permettez en aucun cas de refinancer. Lancez immédiatement les protocoles de recouvrement agressif. Voyons exactement quelle pression le pilier peut supporter avant de s'effondrer en poussière. Compris, monsieur, répondit Rowana d'une voix douce, son ton indiquant qu'elle savait déjà que la chasse avait commencé. Y aura-t-il autre chose ce soir? Oui, dis-je, passant la vitesse du lourd camion et appuyant sur la pédale d'accélérateur. Que se passe-t-il lorsque le rat décide d'incendier toute la maison? Je me suis éloigné du vaste domaine toxique, laissant le cœur pourri de ma famille dans le rétroviseur. Je ne suis pas retourné à la petite cabane délabrée et déprimante, dans l'est de la ville, où ils pensaient que je vivais. Cette petite maison n'était qu'un accessoire, une couverture physique soigneusement entretenue que j'utilisais pour tenir leurs mains avides et agrippeuses loin de ma vraie vie. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le cœur scintillant de la ville. Garant le camion rouillé et bruyant dans le parking souterrain privé, climatisé, d'un gratte-ciel imposant de verre et d'acier, j'ai pris l'ascenseur exécutif biométrique sécurisé jusqu'au dernier étage. Quand les lourdes portes en acier s'ouvrirent silencieusement, je suis entré dans ma réalité. Le Penthouse était une vaste étendue tentaculaire de marbre noir poli, de fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur la scintillante ligne d'horizon de la ville, et d'une architecture brutaliste minimaliste. C'était silencieux. C'était impeccablement propre. C'était tout ce que la maison chaotique et stressante de mes parents n'était pas. Le lien ironique était presque trop parfait. Il m'appelait le déchet de la famille. Pourtant,
j'avais bâti un empire de 8,2 milliards de dollars grâce à la logistique du recyclage industriel et en transformant les déchets de la société en pure puissance financière. Je suis entré directement dans mon bureau à domicile, j'ai enlevé ma veste de travail en toile délavée et je l'ai jetée sur une chaise en cuir. J'ai allumé mon centre de commande chiffré. Un écran incurvé massif s'est illuminé, projetant une lueur pâle et froide sur mon visage. J'ai ouvert un lien vidéo sécurisé. Le visage de Rowana apparut instantanément. Elle était assise dans son propre bureau à domicile élégant, sirotant une tasse de café noir foncé, l'air aussi affûté et impitoyable qu'un scalpel chirurgical. « Donnez-moi les chiffres exacts de la firme de Garrick, exigeai-je, me penchant lourdement sur le bureau poli. Rowana tapa rapidement, affichant un tableau de bord financier complexe sur mon écran secondaire. C'est un véritable bain de sang, Evandé. Il a illégalement mis en levier des propriétés qu'il ne possède même pas pour obtenir plus de dettes, juste pour rembourser d'anciennes dettes. C'est une structure de Ponzi classique déguisée en développement commercial. Le billet de 5 millions de dollars que Apex Capital vient d'acquérir est la cheville ouvrière. Si nous déclarons cette dette exigible, tout son château de cartes s'effondrera instantanément. Il fera face à une liquidation totale et à de graves conséquences juridiques. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant les chiffres stupéfiants qui brillaient sur l'écran. 8,2 milliards de dollars bâtis à partir de ferraille et de dur labeur. Et mon frère génial se noyait dans une flaque de sa propre fraude. Mettez-lui la pression, Rowana, ordonnai-je, ma voix dénuée de toute chaleur ou de pitié. Envoyez la lettre de mise en demeure officielle demain matin par courrier certifié. Je veux qu'il sue sang et eau. Mais alors que je refermais l'ordinateur portable, une sombre pensée s'insinua dans mon esprit. Si Garrick était un fraudeur, qui d'autre blessait-il dans son jeu désespéré de faire semblant? Le lendemain matin, le soleil d'hiver était caché derrière une épaisse et déprimante couche de nuages gris. Je m'habillai de ma salopette de travail habituelle, enfilai mes bottes de sécurité abîmées et me rendis sur l'un de nos immenses nouveaux chantiers de construction de parcs éco-industriels. J'ai toujours préféré être sur le terrain. Sentir le béton mouillé et entendre les machines lourdes plutôt que de m'asseoir dans une salle de conférence stérile me maintenait les pieds sur terre. Cela me rappelait qui j'étais vraiment. Alors que je traversais le site boueux, inspectant une fondation nouvellement coulée, j'entendis un son qui me figea sur place. C'était un sanglot rauque et désespéré, venant de derrière une énorme pile de poutres en acier. Je contournai l'acier et trouvai Tia. Elle était la propriétaire d'une petite entreprise indépendante de sous-traitance électrique que nous embauchions fréquemment pour des travaux de câblage complexes. Elle était assise sur un seau en plastique renversé, le visage enfoui dans ses mains sales, ses épaules tremblant violemment. « Tia, demandai-je doucement, m'approchant pour ne pas la surprendre. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle leva les yeux, essuyant la saleté et les larmes de son visage épuisé. « Oh, monsieur Evandé, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas pleurer sur le site actif. Je suis en train de tout perdre. » Je m'accroupis dans la boue glaciale juste à côté d'elle. « Parle-moi. Que s'est-il passé ?» Elle sortit une pile de factures froissées et tachées de larmes de la poche de sa veste, ses mains tremblant de façon incontrôlable. C'est un promoteur commercial du centre-ville. Il dirige une société immobilière. J'ai fait tout le câblage électrique pour son nouveau complexe commercial. J'ai avancé le coût énorme des matériaux, payé mes gars en heures supplémentaires de ma propre poche pour respecter ces délais impossibles. Et quand le travail a été fait, le PDG a simplement cessé de répondre à mes appels. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents grincèrent. J'avais un pressentiment nauséeux que je savais exactement de qui elle parlait. Qui est le PDG ? Garrick, sanglota TL, sa voix se brisant en un halètement rauque. Il me doit 120 000 dollars. Il m'a dit hier que sa société est en restructuration et que mes factures sont officiellement annulées. Il les a déchirées devant moi et m'a dit de le poursuivre si je voulais l'argent, sachant parfaitement que je ne peux pas me permettre un avocat d'affaires. Evandé, ma fille souffre d'asthme sévère. Ses traitements respiratoires sont incroyablement chers. Si je ne suis pas payé cette semaine, je perds mon entreprise. Je perds ma maison. Je ne pourrai pas lui acheter ses médicaments le mois prochain. J'ai regardé les larmes couler sur le visage de Tia. Le froid calcul dans ma poitrine éclata instantanément en un inferno aveuglant et déchaîné de justice pure et sans phare. Garrick n'était pas seulement un fou arrogant jouant avec l'argent de la banque. C'était un prédateur actif et vicieux.
Il écrasait des gens innocents et travailleurs sous ses coûteuses chaussures en cuir juste pour maintenir son faux style de vie de milliardaire. Il volait littéralement les médicaments d'un enfant malade pour payer les vacances de luxe de sa femme. Il ne s'agissait plus seulement d'une petite vengeance familiale. Il s'agissait de détruire un parasite. Je tendis la main et posai doucement ma main sur l'épaule tremblante de Tia. Tu ne vas pas perdre ta maison, Tia. Je te le promets. Rentre chez ta fille. Laisse-moi passer quelques appels. Je connais des gens qui s'occupent de cette firme. Elle me regarda, une profonde confusion mêlée d'une lueur désespérée d'espoir. Vraiment? Vous pouvez aider? Vous n'êtes qu'un chef de chantier. Je me suis levé, la boue lourde et épaisse sur mes bottes, mes yeux brûlants d'un but terrifiant. Je vais m'assurer qu'il vous paie chaque centime qu'il vous doit. Je m'éloignai du site, sortant mon téléphone chiffré. Le piège n'était plus seulement une question de dette. C'était une exécution publique. Mais pour l'exécuter sans faute, je devais savoir exactement à quel point la pourriture était profonde dans ma famille. Quels autres sombres secrets cachait-il pour survivre? Dès que je revins dans le sanctuaire silencieux de l'appartement terrasse, j'autorisai un budget massif, pratiquement illimité, pour notre division de renseignement d'entreprise. Je voulais que des enquêteurs privés creusent si profondément dans l'histoire financière de ma famille qu'ils découvriraient exactement sur quelle marque de saleté ils se tenaient. Je voulais que chaque relevé bancaire, chaque actif caché, chaque email supprimé et chaque secret murmuré soit mis en lumière. Je restai dans mon bureau sombre pendant 2 jours épuisants, buvant du café noir et regardant les données affluer. Quand Rowana compila finalement le dossier de renseignement final et me l'envoya sur mon écran, la pure dépravation de ce que ma famille faisait me fit littéralement tourner l'estomac. Commençons par votre charmante belle-sœur, dit Rowana via la liaison vidéo sécurisée, projetant une série de reçus de virements bancaires complexes sur mon moniteur principal. Isolde a été incroyablement occupée pendant que son mari jouait au PDG. Au cours des 6 derniers mois, elle a systématiquement détourné d'énormes sommes d'argent des comptes d'exploitation de la société. Je fronçai les sourcils, lisant les documents détaillés de comptabilité légale. Elle détourne activement des fonds de son propre mari. Rowana hocha la tête vivement, appuyant sur une touche pour souligner une transaction spécifique. Elle achemine les fonds volés via une fausse société de conseil écran, enregistrée sous son nom de jeune fille, et les transfère sur des comptes offshore. Elle sait que la société immobilière coule rapidement. Elle thésaurise de l'argent intraçable pour demander un divorce soudain et massif, laissant Garrick avec toute la dette toxique pendant qu'elle s'échappe avec le capital volé. Elle abandonne le navire et emporte les canaux de sauvetage avec elle. Je laissai échapper un rire dur et amer qui résonna dans la pièce vide. Il n'y a vraiment pas d'honneur chez les voleurs. Mais ce n'était pas le pire. Le fichier suivant que Rowana ouvrit me glaça le sang dans les veines. Et Vendée, la voix de Rowana baissa, perdant son professionnalisme froid habituel, remplacé par un choc et un dégoût authentique. Je vous demande de regarder cela très attentivement. L'écran affichait une série de relevés de cartes de crédit et un énorme document de prêt personnel en défaut. Je me penchai plus près du moniteur. Le nom clairement imprimé sur les comptes était le mien, et Vendée, mais l'adresse indiquée était un appartement de luxe au centre-ville que je n'avais jamais visité, et les achats concernaient des clubs de golf haut de gamme, des dîners coûteux dans des steakhouse. Et d'énormes avances de fonds totalisant plus de 150 000 $. Je n'ai pas ouvert ces comptes, murmurai-je, une réalisation écœurante me serrant la gorge. Le visage de Rowana était sombre. Nous avons retracé les adresses IP utilisées pour ouvrir les comptes en ligne, et nous avons récupéré les images des caméras de sécurité des distributeurs automatiques où les avances de fonds ont été physiquement retirées. C'est votre père, et Vendée. C'est Balthazar. Je fixai la photographie granuleuse sur l'écran. C'était mon père, portant une casquette de baseball tirée bas, retirant d'épaisses liasses d'argent d'une machine à l'aide d'une carte frauduleuse à mon nom. Il a volé votre numéro de sécurité sociale, expliqua Rowana, son ton mortellement sérieux. Il a systématiquement ouvert des comptes de crédit fantôme à votre nom au cours des 3 dernières années pour financer son propre style de vie somptueux tout en maintenant un excellent score de crédit pour lui-même. C'est exactement pourquoi ils étaient si impatients que vous signiez le pré-relais commercial. Ils considèrent déjà votre identité financière comme leur poubelle personnelle. Mon propre père, l'homme qui était assis dans son fauteuil en cuir et me faisait la leçon sur le fait d'être la terre des fondations, commettait activement une fraude massive par virement bancaire fédéral pour acheter des clubs de golf tout en me regardant dans les yeux et en me disant que j'étais sans valeur.
La rage en moi se cristallisa en quelque chose de pur, d'incassable et de terrifiant aiguisé. Ils n'étaient pas seulement des membres toxiques de ma famille, c'étaient des criminels. Monsieur. Rowena interrompit mes sombres pensées. Une alerte urgente clignotait en rouge sur son écran. Nous venons de recevoir une communication frénétique de l'équipe juridique de Garrick. Apex Capital a envoyé l'avis de défaut officiel ce matin. La pression financière le brise. Il supplie littéralement pour une réunion d'urgence en personne avec le conseil d'administration d'Apex demain matin pour restructurer la dette. Il dit qu'il a un garant fortuné prêt à signer les papiers. J'arborais un sourire froid et mort. Ils amenaient l'agneau à l'abattoir. Complètement inconscient que l'agneau était celui qui tenait le couteau de boucher. Approuvez la réunion, Rowena, dis-je doucement. Dites-leur de venir à la tour Apex Capital demain matin. Mais la vraie question était, quel mensonge désespéré et pathétique ma mère allait-elle raconter pour essayer de me traîner dans cette pièce? Si cette histoire de trahison ultime vous fait bouillir le sang autant que le mien, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous et laissez un commentaire nous disant de quelle ville, État ou pays vous nous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide notre communauté à grandir et à mettre en lumière davantage d'histoires de véritable justice. Moins d'une heure après que Rowena ait officiellement approuvé la réunion d'urgence, mon téléphone secondaire sonna. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère, Deline. Je la laissai sonner 4 fois, fixant l'écran lumineux dans l'obscurité de mon pantouse, la laissant transpirer, laissant l'anxiété monter dans sa poitrine avant que je n'appuie enfin sur accepter. Et Vendée, sa voix parvint par le haut-parleur, épaissie par de faux sanglots et une panique fabriquée. Oh, Dieu merci, tu as répondu. Et Vendée, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Je portais le téléphone à mon oreille, mon visage un masque de pierre absolue. J'écoute, répondis-je, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Nous sommes tellement désolés pour cette affreuse dispute l'autre soir, sanglota TL, livrant une performance digne d'un Oscar. Ton père était juste stressé. Tu sais comment il est quand les affaires sont difficiles. Nous ne voulons pas que tu vendes ta maison. Nous ne te forcerions jamais à faire ça. Nous t'aimons. Alors pourquoi exactement m'appelles-tu, demandai-je, mon ton parfaitement neutre, ne lui donnant absolument rien à exploiter. Garrick a une réunion énorme et terrifiante demain matin avec la nouvelle firme qui a racheté sa dette, un endroit appelé Apex Capital. Ils sont incroyablement impitoyables, et Vendée. Ils menacent de tout nous prendre. Nous avons juste besoin que tu viennes à la réunion avec nous. Reste juste à ses côtés. Nous devons leur montrer que sa société immobilière est soutenue par une famille forte, unie et loyale. Tu n'as rien à signer. Je le jure sur ma vie. Sois juste un témoin de moralité. Montre juste ton soutien. Le mensonge était si flagrant, si agressivement stupide, qu'il était vraiment insultant. Elle voulait me traîner dans cette pièce, verrouiller les portes et me faire pression physiquement pour que je signe les papiers du garant devant les dirigeants de la banque. Il pensait que j'étais un idiot crédule et sans colonne vertébrale. Et si je fais cela, demandai-je, jouant le jeu, la laissant croire que l'appât fonctionnait parfaitement. La voix de Deline s'éclaircit instantanément, les faux sanglots s'évanouissant comme de la fumée dans le vent. Si tu fais cela, Garrick a accepté de te donner une énorme promotion. Il t'embauchera directement à son bureau d'entreprise. Tu seras le chef du personnel de nettoyage de nuit. Cela paie beaucoup plus que ton travail actuel d'entrepôt. Et Vendée, c'est une vraie carrière. Nous essayons de t'aider à réussir. Chef du personnel de nettoyage. Il m'offrait une serpillière et un seau en plastique en échange de mon exécution financière totale. L'audace stupéfiante était presque poétique. Je serai là, dis-je doucement. Envoyez-moi l'adresse. Oh, merci, mon doux garçon. Deline halta, son soulagement palpable à travers le haut-parleur. Retrouve-nous devant la tour Apex demain matin. Et Vendée, s'il te plaît, essaie de porter quelque chose de propre. Nous ne voulons pas avoir l'air de t'avoir traîné hors d'une benne à ordures devant ces milliardaires. Elle raccrocha. Je fixai le téléphone, un rire grave et sombre grondant profondément dans ma poitrine. Avant que je ne puisse finaliser mes préparatifs pour le lendemain, l'ascenseur privé de mon pantouse tinta. Je suis sorti dans le grand foyer. Là, appuyée lourdement sur une canne à embout d'argent, se tenait ma grand-mère, Geneviève.
Elle était la seule personne de toute cette lignée maudite à m'avoir jamais montré la moindre once de véritable gentillesse. Je l'avais secrètement déménagée dans une résidence de luxe avec service il y a 2 ans, payant pour cela via une fiducie anonyme afin que mes parents ne volent pas ses fonds. Grand-mère, demandai-je, me précipitant pour l'aider à entrer dans le salon. Que fais-tu ici? Il fait un froid glacial dehors. Geneviève s'assit sur le canapé de velours, ses yeux vifs et intelligents scrutant mon visage. Elle fouilla dans son lourd manteau de laine et en sortit une petite boîte métallique cabossée et verrouillable. Elle la posa sur la table en verre avec un lourd bruit sourd. « J'ai entendu ce que Balthazar et Deline essaient de te faire, dit-elle, sa voix rauque mais vibrant d'une colère féroce. Isole ne peut pas tenir sa langue après 3 verres de vin. Ils essaient de t'utiliser comme bouclier humain pour cet arrogant idiot de Garrick. » Je m'assis en face d'elle. « Je gère la situation, grand-mère, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. » Elle secoua la tête, poussant la boîte métallique rouillée vers moi. « Tu as besoin de munitions, et Vendée. Tu penses que c'est la première fois qu'ils te volent? Ouvre-la. » J'ouvris le loquet rouillé et la boîte. À l'intérieur se trouvait une pile de documents légaux jaunis et une vieille cassette audio volumineuse. « Il y a 10 ans, quand ton grand-père est décédé, expliqua Geneviève, les yeux légèrement larmoyants. Il a laissé un fonds fiduciaire massif. Il était censé être partagé équitablement entre toi et Garrick quand tu aurais 25 ans. Balthazar et Deline ont soudoyé l'exécuteur testamentaire. Ils ont falsifié des documents médicaux, affirmant que tu avais développé une grave maladie mentale et que tu étais entièrement inapte à hériter du moindre sou. Ils ont légalement dissous ta moitié de la fiducie et ont canalisé chaque centime dans la première entreprise de Garrick. Je fixais les vieux papiers. La trahison était si profonde, si systémique, que c'était comme se tenir au bord d'un abîme sans fond. Ils avaient volé mon fonds d'études. Ils avaient volé mon héritage. Ils volaient activement mon identité et maintenant ils voulaient voler ma maison. Cette cassette, dit Geneviève en pointant un doigt tremblant vers la cassette, est un enregistrement que j'ai secrètement fait de Balthazar et Deline riant de la facilité avec laquelle ils t'avaient écarté du testament. Je l'ai gardé caché toutes ces années parce que j'étais une lâche. J'avais peur de mon propre fils. Mais je n'ai plus peur. Brûlez jusqu'à la racine, et vendez. Détruis-les. Je pris la main frêle et tremblante de ma grand-mère et la serrai doucement. Merci. Je te promets que demain après-midi, il ne restera d'eux que des cendres. Je passai le reste de la nuit à revoir le coup de grâce avec Rowena. Nous avons verrouillé chaque porte, scellé chaque sortie et préparé la guillotine financière. À quel point crierait-il lorsque le piège se refermerait enfin? Le matin de la réunion d'urgence était d'un froid glacial. Le genre de froid hivernal profond et mordant qui s'infiltre dans les os et refuse de partir. J'ai garé mon camion de 10 ans, crépitant et rouillé, à exactement 3 pâtés de maison du monolithe de verre et d'acier qui servait de siège mondial à Apex Capital et à sa société mère, Eco-Industrial ma société, ma forteresse. De l'extérieur, l'immense gratte-ciel ressemblait à un monument impénétrable du commerce moderne. Ses fenêtres teintées sombres reflétaient le ciel hivernal gris et morne. J'ai parcouru le reste de la distance, mon col relevé serré contre le vent hurlant. Je portais la même veste de travail en toile délavée et tachée d'huile, les bottes de sécurité abîmées et le jean usé que j'avais porté au dîner humiliant de ma famille. Je courbais les épaules, pratiquant activement la posture vaincue et soumise que ma famille attendait de moi. Alors que je m'approchais de la grande esplanade de marbre, devant le bâtiment, je les vis. Ma famille était arrivée dans un ridicule défilé synchronisé de véhicules de luxe de location. Garrick sortit le premier, vêtu d'un nouveau costume gris anthracite sur mesure qui criait l'autorité forcée et la vanité désespérée. Isolde le suivit de près, serrant une énorme mallette de designer, enveloppée dans un épais manteau de fourrure. Son visage était un masque de détermination rigide et nerveuse. Mes parents, Balthazar et Deline, les suivaient comme de fidèles courtisans, vêtus de leurs plus beaux atours du dimanche, rayonnant d'une fierté délirante et indéniable. Je me tenais près des immenses portes tournantes en verre, attendant tranquillement dans l'ombre. Lorsque Garrick me repéra enfin, son expression suffisante et arrogante se transforma en un rictus. « Bien, tu es arrivé à l'heure, aboya-t-il, sans prendre la peine d'un salut humain basique. Il me fourra immédiatement l'énorme et incroyablement lourde mallette de présentation en cuir droit dans la poitrine. Je dus caler mes jambes et changer ma posture juste pour éviter de la laisser tomber sur le trottoir. Monte ceci à l'étage exécutif, et Vendée,
et souviens-toi exactement de ce dont nous avons parlé. Reste au fond de la pièce. Garde la bouche complètement fermée. Et si quelqu'un te demande, tu es mon assistant personnel. Ne me fais pas honte devant ces milliardaires. Je saisis les épaisses poignées en cuir froid de la lourde mallette, sentant le poids tirer sur mes épaules. Je ferai exactement ce qui est attendu de moi aujourd'hui, Garrick, répondis-je, ma voix parfaitement stable et entièrement dénuée de toute émotion visible. Nous passâmes les portes tournantes et entrâmes dans le hall principal époustouflant et tentaculaire d'Apex Capital. L'espace était une étendue caverneuse de marbre blanc immaculé, de colonnes en acier brossé et d'immenses écrans numériques traquant en temps réel les marchés financiers mondiaux et les routes logistiques industrielles. L'ampleur et la richesse immaculée de l'opération étaient instantanément intimidantes. J'observais avec une satisfaction silencieuse et sombre l'arrogance de ma famille vaciller pendant une fraction de seconde. Ils étaient entièrement, désespérément, dépassés, debout dans le ventre d'une bête qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Nous nous approchâmes du vaste bureau d'accueil incurvé. La réceptionniste en chef, une brillante jeune femme qui travaillait pour moi depuis 3 ans, leva les yeux avec un sourire professionnel éclatant. Ses yeux se fixèrent instantanément sur les miens. Je vis le flash soudain de reconnaissance, l'inspiration nette alors qu'elle se préparait à se lever pour saluer le fondateur et président de la société. Avant qu'elle ne puisse prononcer une seule syllabe, je lui fis un signe de tête microscopique, presque imperceptible. Je baissai les yeux, affaissai mes épaules, jouant parfaitement le rôle du serviteur abattu portant les lourds bagages. C'était une professionnelle, elle eut instantanément la dynamique bizarre de la pièce, déplaçant sans transition son regard de moi à Garrick. « Bienvenue chez Apex Capital », dit-elle d'une voix douce, son ton parfaitement poli, mais merveilleusement détaché. « Vous devez être la délégation pour la réunion de restructuration d'urgence. » Garrick bombait le torse, s'avançant et posant agressivement ses coudes sur son comptoir en marbre immaculé. « C'est exact. Je suis Garrick, le directeur général. Nous avons une réunion hautement confidentielle avec le conseil d'administration au dernier étage. » Elle lui tendit un jeu de badge de visiteur temporaire et restreint. « Bien sûr, monsieur, le niveau exécutif vous attend. Veuillez vous diriger directement vers les ascenseurs privés, à votre extrême gauche. » Alors que nous nous éloignions du bureau, Garrick se pencha vers Isolde et chuchota bruyamment. « Tu vois ça? Même les filles de la réception ici sont formées pour traiter les vrais dirigeants avec la révérence qui convient. Tout est une question d'aura de pouvoir que tu projettes dans une pièce. » Il tourna la tête pour me jeter un coup d'œil, ricanant. « Fais très attention, Évandé. Tu pourrais en fait apprendre quelque chose sur le fonctionnement du monde réel aujourd'hui, au lieu de juste pousser des balais. » Je ne dis absolument rien. Me contentant de passer l'incroyablement lourde sacoche en cuir à mon autre main, nous sommes entrés dans l'élégant ascenseur à miroir. Les portes se refermèrent en douceur, nous scellant dans une boîte montante de tension palpable. L'ascenseur s'éleva en douceur, passant 50 étages d'opérations quotidiennes sans un seul arrêt. Deline tendit la main et ajusta inutilement la cravate en soie de Garrick, ses yeux brillants de larmes refoulées de fierté délirante. « Tu vas restructurer cette dette et sauver la société, chérie, murmura-t-elle, embrassant sa joue. Tu es né pour ce moment exact. » Balthazar hocha la tête solennellement, serrant l'épaule de Garrick avec une fierté masculine ferme. « N'oublie pas de souligner l'héritage de notre famille, mon fils. Rappelle-leur que ta firme est bâtie sur des fondations solides comme le roc. Et s'ils contestent la garantie, il suffit de pointer du doigt ton frère. » Je me tenais silencieusement dans le coin arrière de l'ascenseur, fixant directement les portes métalliques polies. Ils s'encourageaient mutuellement avec enthousiasme, construisant un château de cartes imposant et fragile, entièrement basé sur la fraude, le vol et des mensonges pathétiques. L'ascenseur tinta doucement. Nous étions arrivés au bureau du conseil du Penthouse. Les portes s'ouvrirent, révélant le lieu de l'exécution. Nous sommes sortis de l'ascenseur et sommes entrés dans la vaste salle de direction vitrée. Tout l'étage était d'un silence de mort, à l'exception du doux bourdonnement du système de climatisation. À travers les immenses doubles portes de la salle de conférence principale, je pouvais voir Rowana attendre. Elle était assise parfaitement droite sur une chaise en cuir à dossier haut, vêtue d'un tailleur pantalon anthracite d'une netteté chirurgicale, ressemblant à une exécutrice corporative. À côté d'elle se tenait Fingan, un enquêteur financier principal de l'autorité bancaire régionale, invité spécifiquement par Rowana pour assister au massacre imminent.
À l'extrémité absolue de l'immense table en acajou poli se trouvait le siège du président. Il était vide, en attente. Garrick mena la charge, entrant dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, complètement aveugle au piège qui se refermait autour de lui. Il afficha un sourire brillant, entièrement faux. « Bonjour. Je suis Garrick. Voici mon équipe de direction et ma famille. » Rowena ne se leva pas. Elle ne tendit pas la main pour serrer la mienne. Elle se contenta d'un signe de tête froid et bref. « Bienvenue chez Apex Capital. Je suis Rowena, directrice des opérations. À mes côtés se trouve Monsieur Finnegan, un auditeur principal représentant nos partenaires bancaires. Nous sommes ici pour discuter de votre billet en défaut de 5 millions de dollars. Veuillez vous asseoir. » La confiance de Garrick vacilla pendant une microseconde à la vue de l'auditeur bancaire, mais son arrogance démesurée engloutit rapidement son hésitation. Il fit signe à Balthazar, Deline et Isolde de s'asseoir le long du bord de la table. Puis il se tourna vers moi. « Pose le sac juste là, et vendez, » ordonna Garrick, désignant un petit coin près d'une station à café. « Reste juste là et ne gêne pas. Ne touche à rien. » Je me dirigeai vers le coin, posant doucement la lourde mallette en cuir sur le sol. Je croisai les bras, m'adossant au mur, me fondant parfaitement dans l'ombre. J'observai attentivement Garrick défaire le bouton de sa veste de costume et lancer sa présentation. Pendant les 20 premières minutes, ce fut une leçon magistrale de tromperie corporative et de pure illusion sans phare. Il parlait avec éloquence, utilisant tous les mots-clés insignifiants appropriés sur la synergie, les tendances robustes du marché et l'intégration verticale. Il projeta avec confiance des graphiques manipulés sur l'immense écran secondaire, mettant en valeur la croissance soi-disant imparable de sa société immobilière et ses projections futures massives. Puis vinrent les chiffres. Isolde se leva, prenant le relais de la présentation avec une précision froide et calculée. Elle regarda directement Rowena et Finnegan. Comme vous pouvez le voir d'après notre grand livre interne, nous maintenons un portefeuille d'actifs incroyablement sain. Nous avons juste besoin d'une petite prolongation sur le billet de 5 millions de dollars pour finaliser une acquisition massive de commerce au centre-ville. C'était un mensonge magnifique et terrifiant. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une fabrication calculée. Elle présentait exactement les mêmes feuilles de calcul frauduleuses que Rowena avait déjà démontées de manière médico-légale 2 jours auparavant. Rowena se pencha en avant, posant ses coudes sur le bois poli. Elle regarda Isolde, ses yeux se plissant légèrement. « Madame, juste pour le compte rendu officiel de cette réunion, pouvez-vous confirmer que tout le capital d'exploitation est sécurisé et qu'aucun fonds n'a été acheminé vers des comptes de holding offshore au cours des 6 derniers mois ?» Isolde ne sia même pas. « Absolument pas », elle mentit doucement, sa voix parfaitement stable. « Nos contrôles internes sont les plus stricts de toute l'industrie. » Rowena hocha lentement la tête, tournant son regard perçant vers Garrick. « Et monsieur, y a-t-il des factures impayées en suspens auprès de sous-traitants indépendants qui pourraient menacer vos licences d'exploitation ? Disons un entrepreneur en électricité à qui l'on doit 120 000 dollars. » Garrick ricana, agitant la main d'un geste dédaigneux. « Des différends mineurs. Rien qui n'affecterait notre santé macro-financière. Nous sommes une forteresse de stabilité. » Finnegan, l'auditeur bancaire, prit enfin la parole, sa voix rauque et sévère. « Votre entreprise est en défaut grave. Vous avez lourdement mis en levier des propriétés que vous ne possédez pas entièrement. Apex Capital n'est pas une œuvre de charité. Nous exigeons une garantie liquide immédiate pour même envisager de restructurer cette dette. Que offrez-vous exactement pour garantir 5 millions de dollars aujourd'hui ? » C'était le moment, l'instant exact où ils avaient prévu de me jeter sur l'autel sacrificiel. Balthazar se leva brusquement de sa chaise, bombant le torse, désespéré de jouer le rôle du patriarche fortuné. « Si je peux parler, en tant que chef de famille, nous voulons assurer à Apex Capital que cette entreprise est soutenue par le sang. » Il se tourna et me pointa un doigt raide directement, moi qui me tenais tranquillement dans l'ombre près de la machine à café. « C'est mon plus jeune fils, Evandé, » annonça fièrement Balthazar. « C'est un simple employé d'entrepôt, travailleur et honnête. Il n'a pas grand-chose, mais il possède une propriété résidentielle, libre et nette de dettes. Evandé est farouchement loyal envers son frère. Il est prêt à céder l'acte de propriété de sa maison et à engager tous ses futurs salaires comme garant principal pour ce prêt relais. Il absorbera le risque pour que son frère puisse continuer à prospérer. » Je me tenais dans le coin,
mes jointures blanchissant alors que je serrais les poings dans les poches de ma veste délavée. Mon propre père se tenait dans mon immeuble, regardant mes dirigeants dans les yeux, offrant ouvertement de détruire ma vie. Me dépouiller de ma maison et m'asservir à la dette juste pour acheter à Garrick quelques mois de plus à faire semblant d'être riche. Rowena regarda Balthazar, puis moi, avant de se tourner vers Garrick. Avez-vous maintenant conclu toutes les déclarations importantes concernant votre santé financière et les garanties proposées? Oui, Garrick sourit, étendant largement les mains. Nous avons tout divulgué de manière transparente. Nous sommes prêts à signer la prolongation aujourd'hui. Le silence qui suivit était incroyablement lourd, lourd du poids écrasant de leur parjure massif et impardonnable. Rowena ne sourit pas. Elle n'hocha pas la tête. Elle ferma simplement son dossier en cuir avec un claquement sec et retentissant. Je crains que nous ne puissions accepter cette proposition, dit Rowena, sa voix coupant à travers la pièce comme une lame de rasoir tranchant de la soie. Votre garantie est entièrement inacceptable. Garrick fronça les sourcils, son visage rougissant. Quoi? Pourquoi? Nous offrons une propriété entièrement payée et un garant désigné. Parce que, déclara froidement Rowena, en tant que directrice des opérations, je n'ai pas l'autorité finale pour accepter les conditions d'une entreprise avec des enchevêtrements financiers aussi complexes. Il n'y a qu'une seule personne dans cet immeuble qui peut approuver cet accord. Garrick regarda autour de la pièce, complètement confus. Eh bien, faites-le entrer alors. Où est le président? Rowena laissa enfin un sourire terrifiant et fin comme une lame de rasoir effleurer ses lèvres. Elle tourna la tête, regardant au-delà des costumes coûteux, au-delà du PDG confiant, et fixa ses yeux directement sur les ombres dans le coin de la pièce. Il est déjà là, dit Rowena. Monsieur, veuillez prendre votre place légitime à la tête de la table. Merci beaucoup à tous ceux qui ont patiemment suivi ce voyage intense de trahison et de justice jusqu'à présent. Si vous aimez le suspense, laissez un commentaire avec le mot terminé dès maintenant. C'est un petit badge d'honneur, montrant que vous êtes arrivé jusqu'ici, et je vais personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qui inclut le mot bien. Maintenant, assistons à la chute ultime. Garrick laissa échapper un rire court, nerveux et très confus. Il se retourna dans son fauteuil en cuir, me regardant avec un mélange d'agacement intense et de pur ahurissement. Et Vendée, de quoi parle-t-elle? Reste juste dans le coin. Quelqu'un du conseil d'administration est sur le point d'entrer. Ne te ridiculise pas, arrête de respirer si fort. Je ne lui répondis pas. Je sortis lentement mes mains rugueuses des poches de ma veste en toile délavée. Je levai les mains et commençai délibérément, méthodiquement, à déboutonner le manteau bon marché et taché d'huile que j'avais porté comme une seconde peau suffocante pendant l'heure précédente. Je l'ôtai de mes larges épaules et le jetai nonchalamment sur une chaise voisine. Il atterrit avec un bruit sourd et pathétique. Sous la toile bon marché et effilochée, je ne portais pas un t-shirt délavé. Je portais une chemise habillée Tom Ford bleu nuit méticuleusement taillée qui épousait parfaitement mes épaules. Je retroussai lentement ma manche gauche, révélant une montre Patek Philippe en platine qui coûtait littéralement plus que l'intégralité du portefeuille de retraite de mes parents. Toute la salle de conférence devint terrifiante, suffocante de silence. Le seul son dans l'immense espace était le doux tic-tac rythmé de l'horloge murale et le bruit lourd et délibéré de mes bottes de travail à embout d'acier marchant lentement sur le plancher de bois poli. Je passai devant ma mère, Deline, dont la bouche s'ouvrait lentement dans un choc silencieux et incompréhensible. Je passai devant mon père, Balthazar, qui s'était figé en pleine respiration, son visage se vidant rapidement de son sang, prenant une teinte grise maladive. Je passai devant Isolde, dont les yeux allaient et venaient frénétiquement entre ma montre coûteuse et l'écran géant derrière la table. La terrible réalisation la frappait comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Je m'arrêtai juste à côté de la chaise de Garrick. Il leva les yeux vers moi, le visage pâle, la sueur perlait soudainement sur son front. « Toi » murmura-t-il, sa voix se brisant, complètement incapable de former une phrase cohérente. « Que fais-tu » Je ne le regardais pas. Je passai devant lui jusqu'à l'extrémité absolue de l'immense table en acajou. Je tendis la main et tirai la lourde chaise de président en cuir à dossier qui était restée vide. Je m'assis lentement, posant mes bras sur les accoudoirs polis, dégageant une autorité froide, lourde et indéniable que j'avais gardée enfouie et cachée d'eux pendant des décennies. Rowena se tourna vers la pièce, s'adressant à la famille figée et terrifiée. Pour le compte rendu officiel de cette réunion, annonça-t-elle clairement, sa voix résonnant dans l'espace caverneux.
Je présente officiellement le seul fondateur, propriétaire majoritaire et président par intérim d'Eco-Industrial et d'Apex Capital, Monsieur Evandé. Le silence se brisa. Deline laissa tomber son sac à main de créateur. Il heurta le sol, répandant rouge à lèvres et pastilles sur le tapis, mais elle ne s'y a même pas. Elle me fixait comme si un fantôme venait de se matérialiser dans la pièce et lui avait mis un pistolet sur la tempe. Balthazar trébucha en arrière, ses genoux cédant complètement, le forçant à s'effondrer lourdement dans son fauteuil, se serrant la poitrine. Garrick restait entièrement figé, sa mâchoire littéralement décrochée, ses yeux grands ouverts d'une terreur primale indescriptible. Il regarda l'écran numérique massif derrière moi, qui affichait maintenant fièrement le logo de l'entreprise avec mon nom complet en dessous et la valeur stupéfiante de 8,2 milliards de dollars. Puis il me regarda à nouveau. Son esprit essayait désespérément, violemment, de rejeter la réalité impossible assise juste devant lui. Je plongeai la main dans la poche intérieure de ma chemise sur mesure et en sortis le contrat de prêt-relais froissé et insultant qu'ils avaient tenté de me forcer à signer la nuit précédente. Celui qui exigeait ma maison et ma vie comme garantie. Je le lançai sur le bois poli. Il glissa parfaitement, s'arrêtant juste devant les mains tremblantes de Garrick. Hier soir, dis-je, ma voix calme, profonde et résonnant d'une puissance inflexible et terrifiante. Toute cette famille s'est assise autour d'une table de salon et a activement tenté de forcer un milliardaire à vendre sa maison pour régler une dette pathétique de 5 millions de dollars. Vous avez menacé de me ruiner. Vous avez menacé de me poursuivre en justice. Vous m'avez dit que j'étais la saleté sous vos chaussures. Isolde laissa échapper un halètement étouffé et terrifié, couvrant sa bouche de ses deux mains tremblantes. Vous avez tous regardé mes vieux vêtements, continuai-je, mon regard balayant la pièce. Vous avez regardé mon camion rouillé et vous avez pris une décision consciente et délibérée sur ma valeur en tant qu'être humain. Je me penchai en avant, posant lourdement mes coudes sur la table, fixant directement les yeux terrifiés et larmoyants de Garrick. Tu voulais que je paie ta dette, Garrick. Félicitations. Je suis ton créancier et j'exige le remboursement immédiat de la totalité de la dette. Chaque centime. La bouche de Garrick s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson mourant. Evandé, c'est une blague. C'est impossible. Tu travailles dans un entrepôt. Je possède les entrepôts, Garrick, répondis-je froidement. Je possède les routes maritimes. Je possède les parcs industriels. Je possède la société qui a acheté votre dette toxique et vos ordures, car aucune banque réputée ne vous aurait touché avec une perche de 10 mètres. L'atmosphère dans la salle de conférence n'était plus seulement tendue. Elle était activement suffocante. L'air avait été violemment aspiré de la pièce, remplacé par le poids écrasant et indéniable d'une catastrophe imminente pour toutes les personnes présentes, sauf moi. Je levai un seul doigt, faisant signe à Rowena. Elle tapota sa tablette. L'énorme mur vidéo changea, affichant une analyse médico-légale terrifiante et détaillée des finances réelles de Garrick. La partie amusante de cette réunion est officiellement terminée, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise. Vous êtes venu ici et vous m'avez menti, à mon directrice des opérations et à un auditeur bancaire fédéral. Alors, commençons à nettoyer votre entreprise pourrie et frauduleuse. Finnegan, l'auditeur bancaire, se leva, tirant une épaisse pile de mandats de son attaché-caisse. Monsieur, madame, sur la base des preuves médico-légales accablantes fournies par Apex Capital, y compris la preuve d'une inflation massive des stocks, d'un détournement de fonds offshore et d'une utilisation de biens volés. Je vous informe officiellement que tous les comptes bancaires d'entreprises et personnels liés à vos noms ont été gelés par ordonnance fédérale, avec effet il y a 5 minutes. La tête de Garrick se tourna brusquement vers l'auditeur, une panique aveuglante, perçant enfin sa paralysie. Non, attendez. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des actifs. Nous avons des contrats de vente au détail. Tu n'as absolument rien, le corrigeai-je, ma voix dénuée de toute pitié. Tu es un fraudeur, Garrick. Un costume vide et bon marché jouant avec de l'argent volé. La réalisation de la destruction totale et inéluctable frappa enfin la pièce comme une bombe détonnant dans un espace clos. L'illusion de l'enfant prodige fut brisée en 1 million de morceaux dentelés, exposant le cœur pourri et pathétique en dessous. Isolde se retourna soudainement, son visage tordu par une rage maniaque absolue. Elle pointa un doigt tremblant et accusateur droit sur la poitrine de Garrick. Espèce d'idiot, hurla-t-elle, son masque de femme riche et sophistiquée entièrement tombé, révélant l'opportuniste vicieuse et avide que j'avais toujours su qu'elle était.
Je t'avais dit que nous n'aurions pas dû falsifier les documents d'évaluation de la propriété du centre-ville. Tu m'as forcé à faire cela pour obtenir ton titre de PDG pathétique. Tu nous as ruinés. Garrick se leva si vite que sa lourde chaise en cuir tomba en arrière sur le sol. Moi? C'est toi qui acheminé activement de l'argent vers des comptes offshore. Espèce de parasite avide et manipulateur. Tu avais l'intention de divorcer de moi et de me laisser avec la dette. Apex a les virements. Ils se tenaient au milieu de ma belle salle de conférence immaculée, se déchirant mutuellement avec acharnement comme des loups enragés se retournant contre leur propre meute quand la nourriture vient à manquer. C'était un spectacle pathétique et dégoûtant. Ils criaient à propos de fraude bancaire, de fausses signatures et de fonds d'entreprise volés, confessant bruyamment de multiples crimes fédéraux juste devant un enquêteur bancaire. Je restais assis en silence absolu, regardant l'empire factice qu'ils avaient bâti sur l'arrogance et les mensonges brûlés en cendres en quelques minutes. Ma mère, Deline, voyant la vie de son enfant prodige s'évaporer sous ses yeux, sortit soudainement de son choc. Elle se précipita, trébuchant en passant, se jetant contre le bord de la table en acajou, les larmes coulant abondamment sur son visage pâle. Évandé, mon doux, brillant garçon, sanglota-t-elle hystériquement, tendant une main tremblante comme pour toucher ma manche de chemise coûteuse, bien qu'elle s'arrête à quelques centimètres, complètement intimidée par mon regard froid et mort. S'il te plaît, tu dois arrêter ça. Tu as fait tes preuves. Nous voyons à quel point tu as réussi maintenant. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Nous avons toujours su que tu étais spécial. Dis juste à l'auditeur que c'était un malentendu. Tu as des milliards de dollars. Tu peux rembourser les 5 millions. Tu peux sauver ton frère. Je la fixai, ressentant un vide profond, résonnant, là où l'amour d'un fils aurait dû être. La pure, stupéfiante illusion nécessaire pour demander au fils que vous avez maltraité émotionnellement pendant 30 ans de sauver financièrement le monstre qui a causé la crise était à couper le souffle. Tu n'es pas fier de moi, Deline, dis-je, utilisant son prénom, coupant le lien maternel d'un seul mot tranchant. Tu es terrifié par mon compte en banque. Si j'étais encore l'ouvrier d'entrepôt en difficulté que tu as hurlé la nuit dernière dans ton salon, tu rirais de ma misère en ce moment. Tu ne me respectes pas. Tu respectes les 8,2 milliards de dollars attachés à mon nom. Balthazar se leva brusquement, son visage rougi d'un rouge désespéré, en colère, acculé. Il frappa faiblement son poing sur la table de la salle de conférence. Écoute-moi, Évandé. La famille protège la famille. On n'étale pas nos affaires sales devant des étrangers et des banquiers. Nous avons fait ce que nous devions faire pour maintenir cette famille à flot. Tu nous dois ta loyauté. Je me levai lentement de la chaise du président. J'étais plus grand que lui, plus large que lui. Et dans cette pièce, dans cet immeuble, je possédais le pouvoir absolu de l'écraser d'un simple coup de fil. Je me penchai sur la table, ma voix un grondement bas et terrifiant qui fit taire toute la pièce. Tu n'as pas maintenu la famille à flot, Balthazar. Tu m'as jeté par-dessus bord pour alléger le navire afin que Garrick puisse naviguer dans le luxe. Et ce n'est pas un litige familial privé. C'est une fraude fédérale massive et documentée. Je fouillai dans un dossier secondaire que Rowena avait préparé et en sortis une pile de photos de sécurité de distributeurs automatiques et de relevés de cartes de crédit. Je les lançai directement sur la poitrine de Balthazar. Elles virevoltèrent sur le sol autour de ses pieds. Tu as volé mon numéro de sécurité sociale, grognai-je, ma colère brisant enfin l'extérieur glacial. Tu as ouvert des comptes fantômes à mon nom. Tu as volé plus de 150 000 dollars de crédit pour acheter des clubs de golf et des dîners de steak. Complètement prêt à détruire mon avenir financier pour protéger le tien. Tu es un voleur, Balthazar. Un voleur commun et pathétique. Balthazar baissa les yeux vers les photos, sa bouche s'ouvrant et se refermant, toute son arrogance complètement anéantie. Il s'agenouilla lentement là, sur le sol de la salle de conférence, la réalité de ses crimes le rattrapant enfin. Évandé, s'il te plaît. Je suis ton père. Ne m'envoie pas en prison. Je te rembourserai. Je le jure. Garrick, son visage complètement dépourvu de sa couleur arrogante habituelle, fit un pas en avant hésitant et tremblant. Évandé, s'il te plaît. Si la banque appelle les autorités fédérales, j'irai en prison. Ils prendront tout. Les voitures, la maison, toute ma vie. Tu ne peux pas laisser ton propre frère aller en prison. Nous partageons le même sang. Je le regardai,
ne ressentant absolument rien. Ni pitié, ni culpabilité, ni attachement fraternel persistant. Seulement un sens froid et clinique de la justice finale. Je ne te mets pas en prison, Garrick, dis-je doucement. Ta propre arrogance, ta cupidité aveuglante et tes feuilles de calcul frauduleuses te mettent en prison. Je refuse simplement d'être le tapis sous lequel tu caches tes crimes, désormais. Je tournai mon attention vers Rowena. Appelle la sécurité. Tandis que Rowena appuyait sur le bouton d'alarme silencieuse sous le bureau, les lourdes portes de la salle de conférence s'ouvrirent immédiatement. 4 agents de sécurité imposants d'Apex Capital, en uniforme, entrèrent à l'intérieur, leur seule présence physique étouffant instantanément le chaos restant dans la pièce. Ils se tenaient silencieusement près de la sortie, un rappel physique indéniable de qui détenait exactement le pouvoir absolu dans cet immeuble. Mais je n'avais pas tout à fait fini. Le coup de grâce nécessitait une dernière balle. Avant que vous ne soyez escorté dehors, Garrick, dis-je, marchant lentement autour du bord de la table. Il y a une autre personne à qui vous devez parler. Quelqu'un dont vous avez activement essayé de détruire la vie pour acheter à votre femme d'autres vacances de luxe. Je fis un signe de tête au chef de la sécurité. Il s'écarta, permettant à une femme d'entrer dans la salle de conférence. C'était Tia, l'entrepreneur en électricité. Elle ne pleurait plus dans la boue. Elle portait un tailleur professionnel élégant, la tête haute, bien que ses mains tremblent légèrement alors qu'elle fixait l'homme qui avait failli coûter la vie à sa fille. Garrick la regarda, son front se plissant de confusion. « Qui est-ce » ? C'est Tia, expliquai-je, m'arrêtant juste à côté d'elle. C'est une entrepreneure en électricité travailleuse et honnête. Tu lui dois 120 000 $ pour le projet commercial du centre-ville. Hier, tu lui as dit que ses factures étaient nulles et tu lui as dit de te poursuivre, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre un avocat. Tu étais prêt à laisser son enfant sans médicaments contre l'asthme pour pouvoir faire semblant d'être un milliardaire. Garrick déglutit difficilement, reculant d'un pas. J'avais des problèmes de trésorerie. C'était juste des affaires. Ce n'est pas des affaires. C'est du vol, claquai-je. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter de la payer, Garrick. Parce qu'Apex Capital vient d'embaucher officiellement Tia. Elle est la nouvelle directrice de l'infrastructure communautaire pour toute ma division de la côte est. Son salaire de départ est 3 fois ce que tu lui dois. Et en tant que premier acte officiel, elle a autorisé l'équipe juridique d'Apex Capital à déposer une saisie massive contre ta firme pour salaire d'entrepreneurs impayés. Tia regarda Garrick droit dans les yeux. Tu pensais que j'étais invisible parce que je portais un casque. Tu t'es trompé. Garrick semblait complètement détruit. Le PDG qui pensait régner sur le monde était systématiquement démantelé par l'ouvrier d'entrepôt qui l'avait maltraité et l'entrepreneur qui l'avait escroqué. Il n'avait absolument plus de cartes à jouer. Je me tournai vers mes parents, qui pleuraient toujours sur le sol, entourés des preuves de leurs propres crimes. Quant à la dette de 5 millions de $, annonçai-je clairement, Apex Capital lance immédiatement les protocoles de liquidation complète. Nous saisissons le siège social, tous les véhicules de l'entreprise, et nous procédons à la saisie de la propriété résidentielle dans laquelle vous vivez actuellement. Comme Garrick l'avait illégalement mise en garantie secondaire. Deline laissa échapper un cri terrifiant de pure terreur. Non, et vendez, s'il te plaît. C'est notre maison. Où irons-nous ? Nous serons à la rue. Vous pouvez aller exactement là où vous avez essayé de m'envoyer hier soir, répondis-je, ma voix dure comme le diamant. Vous vouliez que je vende ma petite maison pour payer vos erreurs. Maintenant, vous vendrez votre manoir pour payer les vôtres. Je leur tournai le dos, marchant vers les immenses fenêtres allant du sol au plafond, regardant la ville tentaculaire et scintillant en contrebas. Une ville bâtie sur une logistique réelle, un travail acharné et des conséquences indéniables. Éloignez-les, ordonnai-je. Les gardes de sécurité s'avancèrent, saisissant fermement Garrick et Isolde par les bras. Balthazar et Deline furent tirés sur leurs pieds. Ils se battirent, ils crièrent, ils supplièrent, et ils maudirent mon nom. Le son de leurs supplications frénétiques et désespérées résonnait sur les murs de marbre du couloir tandis qu'ils étaient traînés vers les ascenseurs VIP. Et vendez, s'il te plaît, nous sommes ta famille. La voix de Deline se brisa dans un désespoir pur et déchirant juste avant que les lourdes portes de l'ascenseur ne se referment. Je ne me retournai pas. Je ne lui répondis pas. Les lourdes portes de la salle de conférence se refermèrent en un clic, replongeant la pièce dans un silence serein,
parfait, magnifique. La pourriture suffocante qui avait infecté toute ma vie avait enfin été chirurgicalement retirée. Mais les conséquences d'un ouragan sont toujours dévastatrices, même pour les survivants. Finnegan rangea sa mallette, me faisant un signe de tête solennel. Les autorités les attendront dans le hall. Monsieur, merci pour votre pleine coopération. C'est le cas de fraude le plus évident et le plus clair que j'ai vu en 10 ans. Rohanna s'approcha, se tenant tranquillement à mes côtés tandis que nous regardions par la fenêtre. C'est fait, et vendé. Oui, soufflai-je. Le poids écrasant de 30 ans d'abus se levait enfin de ma poitrine. C'est fait. Les conséquences de cette réunion du conseil d'administration s'abattirent sur ma famille avec la force dévastatrice et imparable d'un raz-de-marée. Ils n'avaient même pas quitté le parking avant que leur faux monde ne s'effondre complètement. Comme Finnegan l'avait promis, des agents fédéraux attendaient dans le grand hall en marbre. Garrick et Balthazar furent arrêtés en plein jour devant des dizaines de mes employés et emmenés menotter. En exactement 48 heures, les retombées devinrent absolues. Isolde, réalisant que le navire en perdition était complètement submergé et qu'elle risquait des décennies de prison pour détournement de fonds offshore, devint immédiatement témoin à charge. Elle remit aux procureurs fédéraux chaque grand livre caché, chaque email chiffré et chaque morceau de sale linge qu'elle avait sur Garrick, en échange d'une peine fortement réduite. Leur mariage se dissout dans un divorce spectaculairement vicieux, incroyablement public, rempli de disputes hurlantes dans les couloirs du tribunal et de fuites de documents d'entreprise à la presse locale. Garrick, entièrement dépouillé de son faux titre, de sa richesse volée et de ses facilitateurs, plaida finalement coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude par virement, de fraude bancaire et de détournement de fonds d'entreprise. Il fut condamné à 7 ans dans un pénitencier fédéral. L'enfant prodige fut finalement contraint de porter un uniforme qu'il ne pouvait pas acheter pour s'en sortir. Mes parents, Balthazar et Deline, n'ont pas échappé au rayon d'explosion. Face aux preuves médico-légales indéniables du vol d'identité, des comptes de crédit falsifiés et des faux dossiers médicaux qu'ils avaient utilisés pour voler mon héritage, Balthazar évita la prison fédérale uniquement en raison de son âge avancé et de sa santé défaillante. Mais il fut lourdement mis à l'épreuve. Pour éviter d'autres accusations criminelles de ma part, ils acceptèrent un accord civil massif et écrasant. Parce qu'Apex Capital a légalement liquidé la firme de Garrick et réclamé toutes les garanties, mes parents furent forcés de quitter immédiatement et de vendre leur vaste domaine. Les voitures de luxe furent saisies. Les adhésions au club de golf furent révoquées. Ils vivent maintenant dans une maison mobile exiguë et déprimante de 2 chambres, à la périphérie de la ville. Ils sont isolés, amers et complètement coupés de la haute société qu'ils adoraient si désespérément. Je n'ai jamais parlé à un seul journaliste. Je n'ai pas lancé une mesquine campagne de vengeance en ligne. J'ai simplement laissé le poids massif de la réalité légale et financière les écraser naturellement. Le dossier légal était plus que suffisant. La seule parente avec qui je maintenais une forme de contact était ma grand-mère, Geneviève. Je lui rends visite 2 fois par semaine dans la belle résidence pour personnes âgées, entièrement équipée, surplombant un lac tranquille. Elle avait fourni la clé cruciale de leur destruction sans jamais exiger de pardon ou d'argent en paiement, et je respectais énormément cela. Nous nous asseyons au bord de l'eau, buvons du thé, et nous ne prononçons jamais les noms des gens du parc à roulotte ou de la prison. 6 mois après le massacre de la salle de conférence, je me tenais sur le balcon de mon Penthouse, regardant le soleil se coucher sur la ville. Couper tout contact avec ma famille n'était pas un acte de vengeance impulsif et colérique. C'était la dernière limite saine établie après 3 décennies d'abus émotionnels intenses et d'exploitation financière. Ma famille croyait fondamentalement que l'argent était la seule raison valable pour laquelle ils devraient me traiter comme un être humain. Ils avaient entièrement tort. Le moment qui a vraiment compté dans toute cette saga n'était pas la seconde exacte où ils ont vu mon nom briller sur cet immense écran de salle de conférence. Ce n'était pas le moment où ils ont réalisé que j'étais un milliardaire. Le moment qui m'a sauvé la vie, c'est quand j'ai finalement compris que je ne devais ni accès, ni amour, ni loyauté à des personnes qui ne m'appréciaient magiquement qu'après avoir découvert mon prix exorbitant. Leurs excuses larmoyantes ne sont arrivées qu'après la disparition de leur faux pouvoir. Et je n'étais plus disposé à confondre leurs regrets terrifiés avec un véritable changement. Je ne les ai pas quittés parce que j'étais soudainement devenu riche et puissant. Je les ai quittés parce que j'avais finalement et définitivement cessé de donner mon propre pouvoir à des gens qui voulaient me voir briser. J'ai laissé ma famille brûler jusqu'à la racine sous le poids de leur propre cupidité. Et je n'ai pas versé une seule larme pour les cendres.
J'ai laissé ma famille faire face à la prison fédérale et à la faillite totale plutôt que d'utiliser une fraction de ma richesse pour les sauver. Certaines personnes diront peut-être, je suis complètement sans cœur. Que l'on devrait toujours pardonner à sa famille, peu importe ce qu'ils font. Mais j'ai choisi de protéger ma paix et les innocents qu'ils ont blessés. Qu'auriez-vous fait si vous aviez le pouvoir absolu de sauver la famille qui vous a maltraité et volé? Leur auriez-vous montré une miséricorde imméritée? Ou les auriez-vous laissés se noyer dans l'océan toxique qu'ils ont créé? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Partagez vos expériences personnelles et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez soutenir en cliquant naturellement sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires authentiques et percutantes de véritable justice. Merci beaucoup de votre écoute et n'oubliez jamais de toujours protéger votre propre paix.